Merci aux partenaires de la SNCF, notamment pour tout ce qu'ils ont dit, puisque c'était un exemple effectivement de collaboration très, très fructueuse entre le centre de recherche du CEA, donc CEATech, et une start-up donc, issue de notre laboratoire, donc EasyBot. Je vais rapidement présenter. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça? Normalement, oui. Non, il faut que j'appuie. Vous appuyez sur le bouton vert, vous voulez reculer, vous voulez avancer? C'est bon, ça fonctionne. Voilà, très bien. Donc effectivement, comme vous disiez, CEATech, c'est la branche transfert de technologie du CEA. Donc il y a un certain nombre de technologies en robotique, mais dans beaucoup de domaines liés au numérique, qui peuvent être utiles dans bien d'autres domaines que les domaines clés et habituels du CEA, donc le nucléaire. Et la robotique est un exemple parfait de ces activités qui sont extrêmement transversales et où l'expérience qu'on a acquise dans le nucléaire peut servir dans beaucoup d'autres industries, notamment pour soutenir les industriels français. Donc si je donne une rapide carte d'identité du laboratoire, donc on est à peu près 50 chercheurs. On a un certain nombre de brevets qui sont actifs dans le domaine de la robotique industrielle. Et on a pas mal de partenariats donc avec des industriels. Et également, on travaille sur pas mal de projets européens. Et donc, le CEATech constitue un pont, finalement, entre les industriels qui ont besoin de solutions robotiques innovantes et les laboratoires plus académiques qui proposent de la recherche en robotique, mais qui est parfois un peu théorique. Notre travail, en fait, c'est de concrétiser les sujets de recherche et de les rendre opérationnels pour des applications industrielles. Et donc, la robotique collaborative, c'est quelque part dans les gènes de la robotique au CEA, parce que l'historique de la robotique au CEA commence dans les années 60. Dans le domaine nucléaire, il y a plein d'endroits où on n'a pas envie d'envoyer des gens et on va préférer envoyer des robots. Et donc la première photo que je montre avec des manipulateurs mécaniques, on met un opérateur d'un côté du mur, le mur servant de protection, mur vitré, et avec le robot, on va faire des manipulations de produits dangereux. Au départ, donc, c'était juste des manipulateurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de robotique au sens où on l'entend actuellement. C'est dans les années 90 que le système est devenu de plus en plus électronique, assisté par ordinateur, avec des moteurs électriques pour aider l'opérateur. Et on voit là sur le deuxième schéma un exemple de ce qu'on appelle de la télémanipulation, de la télérobotique. On a à droite ce qu'on appelle un robot esclave et à gauche un robot maître. Le robot esclave va faire dans la zone irradiée des opérations qu'on a envie de faire sur les différents composants de la centrale. Et l'opérateur va manipuler le robot maître pour que le robot esclave fasse ce qu'il a envie de faire. Dans le monde du nucléaire, on laisse rarement trop d'autonomie au robot. On n'a pas envie que le robot décide de lui-même ce qu'il va faire avec des composants nucléaires. Donc toutes ces technos-là sont transférées dans le monde industriel depuis pas mal d'années. Et donc cette télérobotique, finalement, elle est concrète depuis une vingtaine d'années au moins dans le CEA et avec les partenaires historiques du CEA. Dans les années 2010, plus récemment, la cobotique a commencé à apparaître. On s'est dit, le robot peut faire des choses, mais il y a un certain nombre d'applications industrielles qui sont déjà bien couvertes. Toutes les choses qui étaient faciles à robotiser l'ont été depuis des années. Il y a encore des choses où on aimerait bien avoir des assistances pour l'opérateur, mais ça devient un peu compliqué à le faire. Donc les fabricants de robots traditionnels, ils ont essayé de mettre de l'intelligence artificielle avec leurs robots. Ça n'a pas forcément très bien marché au début. Ça commence à mieux marcher maintenant, mais il y a 10-15 ans, l'intelligence artificielle était très balbutiante et les performances n'étaient pas encore très élevées. Et donc on s'est dit effectivement, pour que
pour que le robot devienne plus intelligent, une bonne façon de faire, en fait, c'est de profiter de l'intelligence des opérateurs et de faire travailler ensemble le robot et l'opérateur. D'où, effectivement, tous les développements sur la cobotique qui étaient une suite finalement logique. Et on a ensuite, plus récemment, rajouté, en plus de l'intelligence artificielle, j'en parlerai un petit peu plus en détail après, sur la façon dont, finalement, cette interaction naturelle homme-robot dans un contexte de collaboration peut encore s'enrichir avec de l'IA. Alors, les domaines de recherche donc au CEA sont multiples. Finalement, on couvre toute la chaîne de la robotique. Donc, on travaille pas mal sur des actionneurs haute performance. Donc là, on est dans le cœur des robots, dans le cœur de l'actionnement du robot. On travaille beaucoup sur des architectures robotiques innovantes, des robots à fort élancement, des exosquelettes, des choses comme ça, où on cherche à optimiser l'architecture globale du robot. Et ensuite, tous les aspects logiciels et contrôle-commande avec l'intelligence qu'on veut donner à ces systèmes-là. Les domaines d'application sont multiples. Évidemment, dans l'énergie, c'est notre ADN, mais également la défense, le manufacturing, la santé, l'industrie automobile, également un petit peu l'agriculture, l'agroalimentaire. Les domaines d'application de ces technologies sont extrêmement vastes. Donc si je vais plus dans le sujet qui est de voir un petit peu quel est le futur pour tout ce qui a été présenté, aujourd'hui, je vais vous parler de 6 axes. Le premier, ça va être la sécurité. On en a abondamment parlé. Mais il y a un certain nombre d'outils qui sont en train de développer pour rendre de plus en plus faciles toutes les démarches qu'on a vues aujourd'hui et dont certaines sont un petit peu lourdes. Ensuite, il y a tout ce qui est commande intuitive, programmation intuitive, parce que c'est un des sujets clés aussi, c'est de redonner à l'opérateur le pouvoir de commander, de contrôler le robot. Et de ne pas avoir à chaque fois à faire appel à un programmateur, un expert en robotique, éventuellement quelqu'un un expert de l'intégrateur de robots. Le fait de redonner directement le pouvoir à l'opérateur sur la chaîne, de pouvoir améliorer le fonctionnement du robot, ça permet aussi d'améliorer complètement l'acceptation du système. Et ensuite, je parlerai à la fin brièvement d'aspects mobilité et préhension. Alors, on a une première vidéo sur les aspects sécurité. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui de questions de distance, de questions de choc, d'effort, de vitesse, qui constituent les normes, les réglementations. Sur cette vidéo, on voit une simulation, en fait, où on va pouvoir, dans un environnement simulé, avec un opérateur à qui on a donné un casque de réalité virtuelle, on va pouvoir simuler ce qui se passe dans le fonctionnement. Une fois que le robot sera installé, là le robot n'est pas encore sur le poste de travail, on simule ce qui pourra se faire une fois que le robot sera installé, et ainsi optimiser l'installation et la collaboration entre l'opérateur et le robot. Et donc là, on a des outils qui permettent de calculer en permanence la distance entre l'opérateur et l'endroit le plus proche du robot, sur une ligne qui est aussi représentative que possible. On a la CAO de l'ensemble des composants du système. Et donc on arrive à faire des simulations extrêmement réalistes qui vont permettre aux concepteurs de la ligne d'optimiser l'arrangement des différents composants de la ligne et la position des opérateurs, et également aux opérateurs de commencer à se familiariser avec ce que sera leur futur poste de travail et de donner leur avis par rapport à ce qui est actuellement leur poste de travail et ce qu'ils voient comme difficulté, et déjà se projeter en fait dans le futur et voir un petit peu l'acceptation du système. Un autre exemple que je donne ici. Alors cet exemple-là, donc c'est une autre vidéo qui est quelque chose un peu plus sur l'intelligence artificielle liée à l'interaction physique en fait entre l'opératrice ici et le robot. On peut avoir, je montrerai d'autres exemples tout à l'heure, mais des exemples où l'opérateur pousse le robot pour lui apprendre à faire des choses. Et l'objectif de ce travail, qui est un travail de thèse là chez nous, c'était en fait d'apprendre au robot à faire la différence
on peut remontrer peut-être la même vidéo si c'est possible, d'apprendre à faire la différence entre un geste de contact, qui est un geste voulu entre l'opérateur et le robot pour apprendre à faire quelque chose, et un autre geste qui est un peu plus violent dans ce cas-là, où le robot heurte la personne alors que ce n'était pas prévu qu'il y ait un contact. Et donc la différence physique entre ces deux types de chocs, l'endroit où le choc se passe sur le corps du robot, est analysé par l'intelligence artificielle pour dire au robot, soit c'est une interaction normale, ça veut dire qu'il faut que tu modifies ton comportement, l'opérateur est en train de t'apprendre quelque chose, ou alors non, ça c'est un choc, c'est quelque chose de pas normal, et à ce moment-là, il faut s'arrêter pour ne pas mettre en danger l'opérateur. Voilà, donc ça c'est deux exemples de travaux qu'on fait sur la sécurité des robots. On a également, j'ai pas pris de vidéo aujourd'hui, là, mais on a également un projet européen qui s'appelle Cover. Donc, je crois qu'on mettra les infos dans le chat. Si vous tapez sur Google Safe Around Robot, vous allez trouver des infos. Un projet européen de recherche où on cherche finalement à développer des boîtes à outils pour que les opérateurs, les intégrateurs de solutions robotiques puissent facilement étudier toutes ces questions-là et aillent beaucoup plus vite dans le travail de déploiement. Donc typiquement, on a donc sur ces questions-là, sur le projet Cover, on a la R&D qui est faite chez nous en région parisienne et une plateforme collaborative qui s'appelle Fleur, qui est basée dans l'Est. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on a en fait le CEA Tech a un certain nombre de plateformes robotiques disponibles un peu partout en France. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Nantes, il y en a donc dans l'Est, avec différents éléments. Et donc les industriels peuvent venir travailler avec nous et voir si les solutions de robotique un petit peu du futur, qui peuvent être du futur proche ou du futur plus lointain, voir comment ces solutions peuvent s'adapter à leurs problématiques. Si je vais un peu plus dans le futur, donc là on a une autre vidéo qu'on a faite lors de collaboration avec des partenaires au Japon, et donc un robot humanoïde notamment qui a été conçu au Japon. Là, il s'agit de porter de façon collaborative entre une opératrice et le robot un objet de grande dimension. Ça peut être une table, une porte. On imagine typiquement ce genre de choses dans la vie quotidienne, le fait de mettre des portes une porte sur des gonds, par exemple. On est facilement d'un côté à faire le travail précis, c'est infernal, et l'autre gond, ça ne marche pas. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une machine qui va nous aider à faire d'un côté pendant que l'opérateur le fait de l'autre. Et donc l'idée, c'est que le robot comprenne, avec de l'intelligence artificielle, comprenne les efforts que l'opérateur est en train de faire sur l'objet, et lui, à l'autre bout, il va analyser ses efforts et en déduire ce que l'opératrice veut faire, et donc va s'adapter et avoir un comportement collaboratif en fait pour faire le travail simultané. Et l'homme qui est à droite, évidemment, il n'a pas d'action, il les transporte juste. Voilà, c'est juste des questions. C'est une question de sécurité. En fait, comme c'est un robot prototype, il s'assure juste qu'il ne va pas tomber. C'est plus pour la sécurité du robot, là, en l'occurrence. Parfait. Comme c'est un travail un peu de laboratoire. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, un des intérêts de la robotique et de la cobotique dans un avenir proche, et on l'a vu dans le travail qui est fait avec la SNCF, c'est la possibilité pour l'opérateur d'interagir directement avec le robot et de programmer ce qu'il veut que le robot fasse, qu'on n'ait pas besoin de passer par un programmateur, une programmation complexe dans des langages un peu techniques pour les opérateurs de la ligne. Donc on a une vidéo là qu'on a fait avec notre startup EasyBot, où on va voir, donc là c'est un exemple un peu théorique, mais ça s'adapte très bien aux questions qu'on a vues. Typiquement, c'est le même robot qui faisait le ponçage à la SNCF dans la présentation précédente. Ici, on imagine en bas une palette où on a amené un certain nombre d'objets pour un opérateur. Et l'opérateur est en train de programmer en fait le robot, simplement en lui montrant physiquement où est-ce que se trouvent les objets à prendre. Et ensuite, le robot va de lui-même
lui amener les pièces et ensuite passer en mode ce qu'on appelle un mode transparent en fait, où le robot n'agit plus, mais ne fait que porter en fait la pièce que l'opérateur doit manipuler. Et donc c'est l'opérateur qui décide ce qu'il fait, mais c'est le robot par contre qui fait la partie lourde et qui évite la pénibilité à l'opérateur. Donc là, pendant que l'opérateur est en train de travailler, le robot va chercher une autre pièce, ce qui fait que quand l'opérateur aura fini avec la première pièce, il aura directement à son poste de travail la deuxième pièce. Donc ça lui évite de porter les charges, ça lui évite de perdre du temps d'aller chercher la deuxième pièce une fois qu'il a fini la première. Et donc on arrive avec du gain en temps masqué à optimiser énormément la productivité d'une ligne de travail. Alors on n'est évidemment pas aussi rapide que sur un îlot complètement robotisé, mais on peut avoir des très bons compromis, en fait, à condition d'étudier un petit peu l'ergonomie du poste. On peut avoir des très bons compromis entre la vitesse, la sécurité et l'utilisation de la compétence des opérateurs. Donc là, on avait une programmation assez simple, en fait, où on montrait simplement au robot le premier et le point de départ et le point d'arrivée. Là, sur la vidéo qui va venir, on va voir une programmation un peu plus complexe. Donc là, c'est un exemple en 2D. On a un robot qui est un robot théorique là, à cet endroit-là, mais sur lequel on va apprendre non seulement un point de départ et un point d'arrivée, mais en plus toute une trajectoire. Donc là, le robot agit un petit peu comme un enregistreur finalement. L'opérateur le manipule, le robot apprend toute la trajectoire. Et ensuite, on va pouvoir réutiliser cette trajectoire apprise de deux façons différentes. Donc là, on voit le robot qui revient à son point de départ. La première façon de faire, c'est ce qu'on appelle un guide virtuel. C'est-à-dire qu'on a en fait appris la trajectoire, et donc le robot, à partir de là, va simplement se déplacer sur cette trajectoire. Mais en fait, c'est l'opérateur qui va déplacer le robot sur la trajectoire. C'est-à-dire le robot n'a pas d'action de lui-même, il va simplement empêcher l'opérateur de sortir de la trajectoire. Donc ça, il y a plein d'applications pour ces choses-là, pour faciliter le travail de l'opérateur. Si on veut éviter d'aller casser quelque chose, par exemple dans l'environnement de travail, on va apprendre au robot une trajectoire où il n'aura pas le droit d'aller dans telle ou telle zone. Mais ça reste l'opérateur qui va être maître des mouvements du robot. Un autre mode d'utilisation de ce genre de fonction, c'est évidemment le mode complètement automatique. Et une fois que l'opérateur a montré une trajectoire et la vitesse au robot, le robot peut rejouer la trajectoire de façon complètement automatique. On va revenir à la présentation. Un autre aspect important, c'est de visualiser ce qu'on est en train de faire. Parce que là, si on imagine le robot dans l'espace, l'opérateur voit plus forcément, une fois qu'il a appris une trajectoire complexe, voit plus forcément tout ce qu'il a fait. Et donc, ce qu'on va voir sur la vidéo suivante, on remet des lunettes de réalité virtuelle à l'opérateur. Et donc là, quand il manipule le robot, il voit la trajectoire qui a été apprise. Et à l'aide de ces outils, il peut décider de modifier certains points de la trajectoire, modifier certaines orientations, ou faire réapprendre successivement différentes choses au robot. Puisque quand on manipule un robot sidé, il y a non seulement la trajectoire du point effecteur de l'outil qu'il faut apprendre, mais il y a également toute l'orientation de tous les degrés de liberté du robot. Et donc le fait d'avoir cet outil-là de visualisation en temps réel, en fait, dans des lunettes de ce qui a été appris par le robot, ça permet à l'opérateur en fait, de corriger, de faire évoluer en quelque sorte un programme. Et les opérateurs qui sont spécialistes de la tâche peuvent directement faire cette programmation sans faire intervenir finalement l'intégrateur, ce qui est très bon également pour l'acceptation des solutions par les opérateurs. On va revenir à la suite de la présentation. Une autre façon, sur la vidéo suivante, une autre façon de faire de l'apprentissage, ça peut être non pas
en intervenant physiquement avec le robot, mais avec des systèmes de gants tactiles. Là, l'opérateur ne manipule pas directement le robot, mais il est en train de montrer en fait au robot avec un gant tactile quelle est l'opération à effectuer. Donc il peut pousser la pièce. Le gant en fait va mesurer les efforts et les positions de l'opérateur. Et donc toutes ces choses-là permettent en fait de faire l'apprentissage du robot sans avoir à écrire une seule ligne de code. Et donc c'est extrêmement pratique en fait voilà, à la fois pour la programmation et pour l'acceptation des solutions. On va aller à la vidéo suivante. Donc la vidéo suivante, c'est un travail qu'on a fait pour l'agroalimentaire, où on va retrouver un petit peu les mêmes technologies que ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Donc là, il s'agit de manipuler des caisses de 25 kg de produits alimentaires. Donc évidemment, on imagine plein de TMS et choses comme ça. Et ici, on voit que l'opérateur en fait est en train d'apprendre. Il a un système de poignée. Il est en train d'apprendre avec différentes technologies où se trouvent les caisses et où est-ce qu'il faut les amener. Et donc voilà, ça permet de travailler. Donc l'opérateur qui va devoir travailler sur ces produits, il va avoir un assistant robotique qui va lui amener les caisses et les produits au fur et à mesure, donc moins de pénibilité. Et l'opérateur se concentre en fait sur le cœur de sa tâche. Et donc tout ça, ça permet aussi d'améliorer l'acceptation des choses. On parlait tout à l'heure du fait que le terme robot peut être connoté assez négativement. Les gens, quand on arrive sur une ligne de production, on leur dit on va installer des robots, il peut y avoir un blocage. Si on parle de systèmes d'assistance ou de systèmes qui leur permettent de réduire la pénibilité, tout de suite, on améliore l'acceptation de ce genre d'outils. Et d'autant plus qu'effectivement, la participation active des opérateurs qui connaissent le cœur de leur métier est indispensable pour que la solution soit efficace et soit acceptée. Je vais dire quelques mots dans les quelques minutes qui me restent sur des aspects mobilité. Donc, on va voir un petit peu la vidéo suivante. Donc, qui est un démonstrateur qu'on a fait avec une version très, très ancienne du robot EasyBot et une plateforme mobile, où on a là un système, un AGV, donc un véhicule automatique, qui est capable d'emmener une solution robotique d'un point à l'autre de l'usine, en étant safe par rapport aux opérateurs qui peuvent se trouver dans l'usine, et en ayant effectivement toutes ces fonctions de robotique collaborative qui peuvent se propager et être utilisées dans différents endroits de l'usine. On va passer à la vidéo suivante. Une petite vidéo un peu amusante, ça va être bientôt l'heure de l'apéritif. On a illustré certains de nos travaux avec la manipulation de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est disparue. On montre qu'en fait, donc voilà, la façon dont on manipule les objets aussi peut être plus ou moins dangereuse. Et il y a des façons plus ou moins intelligentes de manipuler effectivement donc là, on le voit normalement si la vidéo fonctionne sur le verre. Si on manipule avec délicatesse et avec les bonnes lois de commande, si on pilote correctement le robot, on peut arriver à aller aussi vite en fait que la version initiale, mais en secouant beaucoup moins l'objet qu'on manipule. Voilà, ça c'était une petite illustration rapide. Et on va passer... Alors, je passe au truc suivant. Quelques minutes aussi sur la main robotique et sur l'appréhension. On peut mettre la vidéo d'après. Donc ça c'est une main. Ça c'est un travail un peu académique qu'on avait fait il y a quelques années avec une main qui a le même nombre de degrés de liberté qu'une main humaine et donc qui peut manipuler des objets avec la même dextérité.
Donc là, on va voir quelques exemples de la grande diversité de ce que peut saisir une main humaine par rapport à ce qu'on a l'habitude quand c'est des pinces robotiques. Donc là, on a typiquement plusieurs types de pincements, plusieurs positions des doigts pour des objets qui ont des formes différentes. On peut attraper avec le bout de 3 doigts, on peut attraper. Enfin, une main a énormément de façons d'attraper les objets. Et quand on demande à un robot de manipuler des objets extrêmement différents, des objets fragiles, des choses comme ça, c'est important de les manipuler avec beaucoup de précision. Donc ça, c'était le travail un petit peu académique. Et on va voir sur les dernières secondes que j'ai la vidéo suivante, s'il vous plaît, avec la pince industrielle qui a été conçue à partir de ce travail préparatoire, qui est une pince qui permet d'attraper... donc elle n'a plus que 3 doigts, on n'a pas nécessité d'avoir 5 doigts dans la plupart des applications industrielles, et elle permet d'attraper une grande variété d'objets différents avec ces 3 doigts, et avec différentes configurations possibles de ces 3 doigts. Voilà, je laisse quelques secondes la vidéo et je pense que c'est à peu près la fin. Voilà, donc là, on a une prise cylindrique pour les objets cylindriques. On avait différents types de prises, différentes façons de saisir des objets plus ou moins gros. Avec la grande... Certaines applications nécessitent qu'il y ait beaucoup de flexibilité en fait, dans ce qu'on veut saisir. Donc ce genre de travail sur l'appréhension répond à ces problématiques-là. Merci beaucoup Frédéric Collet-Dany. On arrive à la fin de la journée. Une ou deux petites questions. La cobotique, c'est un marché émergent. On le voit, ce n'est pas du tout les mêmes dimensions que le marché de la robotique. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, elle a de beaux jours devant elle ? Pour nous, c'est clairement une des solutions importantes. On l'a vu à différents moments dans la journée. Les opérateurs, ils ont de moins en moins envie de s'user physiquement, de s'user au travail, d'avoir des maladies professionnelles, des incapacités. Et donc le fait d'avoir des solutions d'assistance intelligente, c'est vraiment une clé. On le voit bien. On travaille avec un grand nombre des intervenants qui se sont succédés aujourd'hui. On travaille avec nous sur des travaux d'innovation. Donc il y a un vrai besoin. Oui. Il y a un vrai besoin, d'accord. Bon, pour vous, l'avenir est ouvert. Alors on a parlé d'interface homme-robot, de programmation par la démonstration. On a vu des lunettes de réalité virtuelle, des gants instrumentés. Et en matière de sécurité, est-ce qu'on peut améliorer la sécurité de ces cobots ? Alors, la sécurité, oui, c'est évidemment un point clé. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on a des développements importants sur ces questions. On travaille également avec Sylvain Acoulon qui était là ce matin. Donc, par exemple, avec le projet Cover et la boîte à outils qu'on est en train de développer, le fait de pouvoir faire des simulations, de comprendre à l'avance ce qui va se passer, permet de garantir la sécurité, permet de concevoir, donc de faire bouger différents paramètres de conception de façon à s'assurer que le système va bien fonctionner. Il permet aussi d'impliquer les opérateurs. Donc, ils ont une vision à travers notamment les lunettes de réalité virtuelle de ce que sera le poste. Et donc, quand la vraie machine arrive, ils savent déjà comment elle va se comporter et donc ils peuvent l'accepter plus facilement et l'utiliser en bonne sécurité. Formidable, très bien. Écoutez, merci infiniment, Frédéric Collet-Dany, pour ce saut dans le temps que vous nous avez fait faire.